Nous sommes à Londres et cette bâtisse néo-médiévale derrière moi, eh bien, c'est le St James Palace, là où les princes William et Harry vivent. Ce sont leurs conseillers qui les premiers remarquent que leur boîte vocale et celle des princes héritiers font des choses bizarres. Puis, le News of the World, le plus puissant, le plus redouté des journaux de l'Empire Murdoch, publie mot pour mot 2 phrases d'un message privé laissé par le prince William sur la boîte vocale de son petit frère Harry. L'affaire des écoutes du News of the World commence. 5 ans plus tard, elle va faire vaciller les plus hautes instances du royaume et déstabiliser le groupe News International, le plus grand groupe de presse du monde. 2 employés du News of the World sont arrêtés, plaident coupables et partent en prison. Ce sont des boucs émissaires, des lampistes, ils payent pour tout le monde. Personne n'ose rien dire. On hésite à s'attaquer au puissant groupe Murdoch, proche des élites, de la police, du pouvoir. Pourtant, un journaliste va prendre son courage à 2 mains et tout balancer. Il s'appelle Sean Orr. C'est un ancien de la section showbiz du News of the World. Il avoue que depuis l'apparition des téléphones mobiles, tous les journaux populaires écoutent les portables. Le malheureux sera retrouvé mort sur son lit, 1 an plus tard, dans des circonstances qui restent encore, ma foi, extrêmement mystérieuses. Suivez-moi. Sean Orr était un praticien du journalisme populaire des tabloïds. Il connaissait les personnes, le rôle de chacun et les techniques utilisées. Depuis, on a su que tout ce qu'il disait était vrai. S'il y a conspiration, c'est plutôt du côté de la police qu'il faudrait le chercher. Je pense que c'était une rédaction incontrôlée. Avec 2 téléphones, on appelle la personne et pendant que la personne est au téléphone, on appelle la boîte vocale. C'est le plus gros scandale de l'histoire moderne de notre pays. La pratique s'était généralisée. Cameron pourrait tomber à cause de l'affaire Murdoch. Il y avait comme 6000 victimes d'écoute. Rebecca Brooks m'a calomnié en disant à tout le monde que j'étais fou. Elle a même été jusqu'à demander à Tony Blair d'intervenir pour que j'abandonne l'enquête. Que je fais l'objet de surveillance. Ça risque d'être un Watergate à l'anglaise. George Osborne, il a pris de la cocaïne. George Osborne est un menteur. Le 18 juillet 2011, vers 17h, 2 policiers du comté du Hertfordshire enfoncent la porte d'un appartement d'une résidence située au 103 Langley Road, à Watford, au nord de Londres. Dans la chambre à coucher, ils trouvent le corps d'un homme d'environ 50 ans qui semble mort depuis plusieurs jours. Rapidement, ils constatent qu'il s'agit d'un journaliste qui se trouve impliqué dans une affaire d'écoute. L'affaire est sérieuse, elle secoue le Royaume-Uni depuis plus de 5 ans. Une affaire tentaculaire qui va ébranler le plus grand groupe de presse du monde. Les Anglais raffolent des portables et en sont les premiers utilisateurs en Europe. En Grande-Bretagne, il y a plus de lignes GSM que d'habitants. Le marché a toujours fait preuve d'un dynamisme exceptionnel depuis l'apparition du mobile au début des années 90. Aujourd'hui encore, les sujets de Sa Majesté sont les champions des smartphones. On y dénombre 2 fois plus d'utilisateurs qu'en France. Pourtant, malgré l'enthousiasme affiché des Britanniques, la reine, Charles ou Camilla, trop ancrés dans les traditions, n'en utilisent pas. C'est plutôt réservé à la génération suivante, celle des princes William et Harry. Même phénomène dans l'industrie de la presse quotidienne, où l'Angleterre excelle en Europe en matière de journaux populaires. Les chiffres sont impressionnants, 8 millions d'exemplaires vendus par jour, 12 millions le dimanche. Les Anglais aiment passionnément leurs tabloïds, faits de titres ravageurs, de ragots et d'indiscrétions sur les célébrités. L'incontournable Max Clifford en sait quelque chose. Il conseille les stars et gère leur image quand des scandales leur tombent dessus. Comme moi ou toute autre personne, les Britanniques aiment connaître les secrets des gens riches et connus.
Mais ce qui bat tous les records en matière de vente reste la famille royale, dont les faits et gestes sont examinés à la loupe par les correspondants à la cour. Les lecteurs adorent. Depuis 30 ans, un journal domine le marché. C'est le News of the World. On se l'arrache et presque religieusement, les Anglais consacrent une partie de leur dimanche à sa lecture. Car ce journal à grand tirage, fondé il y a 170 ans, régule la vie du pays à grands coups de révélations sur les dérives des politiciens, la corruption des fonctionnaires ou les excès des stars. On ne compte plus les démissions suite à un article assassin à la une du journal. C'est un hebdomadaire qui répondait au voyeurisme des Britanniques, qui adorent les tabloïds parce qu'ils sont faciles à lire, l'écriture est courte, les photos sont toujours retentissantes et il y a toujours des faits divers croustillants. Le dimanche, on lisait le News of the World en famille, on s'amusait. En Angleterre, la famille royale ne s'exprime jamais. Alors bien sûr, le moindre secret est exploité. C'est même la spécialité du News of the World. Après le décès de Diana, les quotidiens londoniens se sont repliés sur les princes héritiers, mais leur accès est réglementé, donc plus difficile. Pourtant, en 2005, des informations très privées sur ces héritiers de la couronne font régulièrement la une du News of the World. Quelqu'un renseigne le correspondant du palais. Mais qui, ou plutôt comment? Il n'y a qu'une explication logique. Quelqu'un écoute les conversations privées des princes au téléphone. Le palais alerte Scotland Yard. Très vite, les détectives de la brigade Special Branch remontent jusqu'au journaliste en charge de la royauté pour le News of the World, Clive Goodman, et jusqu'à Glenn Mulcair, un détective privé également salarié du journal. Pour eux, c'est clair, ils ont eu accès au code PIN des portables des conseillers et des princes. Au même moment, le Sun révèle que le prince Harry fréquente un club de striptease et publie cette photo qui fait scandale. Le palais est furieux. Clive Goodman publie une suite au scoop du Sun. Il cite mot pour mot le message de William à son frère, laissé sur sa boîte vocale, évoquant le désarroi de Chelsea, la petite amie de Harry à l'époque. Clive Goodman et Glenn Mulcair sont arrêtés. Ils plaident tous deux coupables et lors de leur procès en janvier 2007, sont condamnés à de la prison ferme. C'est pour le News of the World le jour le plus noir de son existence. Andy Coulson, le rédacteur en chef du journal, démissionne. En tant que responsable de la rédaction, il aurait dû déceler les activités illicites de son reporter, mais il dit tout ignorer. C'est l'arrivée des portables qui a amené le News of the World, qui était déjà à la pointe du journalisme d'investigation, à franchir cette ligne jaune de la légalité. Contre toute attente, Andy Coulson est nommé un mois plus tard conseiller en communication du leader conservateur de l'opposition, David Cameron. John travaillait pour le News of the World et d'autres quotidiens populaires. Il préfère rester anonyme et nous explique comment les journalistes accédaient aux boîtes vocales. Toutes les compagnies de téléphone ont un mot de passe général, ça peut être 1, 2, 3, 4 ou quelque chose comme ça. Et du moment que la personne ne met pas son propre, ne le change pas, n'importe qui peut rentrer dans la boîte vocale de n'importe qui. Il faut tout premièrement que le portable ciblé, disons, soit éteint ou pas joignable ou occupé. Voilà. Avec 2 téléphones, on appelle la personne et pendant que la personne est au téléphone, on appelle la boîte vocale avec l'autre téléphone et comme ça on peut rentrer dans la boîte vocale de n'importe qui. La police indique que la boîte des princes a été piratée à 390 reprises par le News of the World et révèle pour la première fois l'existence de 6 autres possibles victimes d'écoute qui n'ont rien à voir avec la famille royale. Parmi elles, le mannequin Elle Macpherson, Gordon Taylor, le président du puissant syndicat des footballeurs professionnels, et Max Clifford, le grand Manitou des relations publiques à Londres. C'est très désagréable d'apprendre que vos messages, voire vos conversations sont écoutés. C'est une atteinte à la vie privée. J'imagine que de toutes les personnes écoutées, je devais être le moins concerné, car j'entretenais des relations avec les dirigeants des journaux de News International. J'ai même été la source de leurs plus grands scoops. Scotland Yard saisit des centaines de documents qui démontrent que les téléphones de stars, de membres du gouvernement, de sportifs, de tous ceux qui font l'actualité, sont également piratés.
Pourtant, les policiers de la police, censée être la plus efficace du monde, ne bougent pas d'un cil. Ils s'en tiennent à la responsabilité de 2 personnes, Clive Goodman et Mulcair, le détective privé chargé de la technique. Ils décident de classer l'affaire. L'idée, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. La police a saisi chez Mulcair des dizaines de cahiers manuscrits, avec plus de 4000 noms de célébrités, leurs numéros de téléphone et leurs codes de messagerie. Un véritable bottin mondain, mais aussi 11 000 feuillets d'informations et de transcriptions d'écoute. Mais étrangement, les magistrats du parquet, le Crown Prosecution Office, ne seront jamais mis au courant par la police de l'étendue de ces écoutes. L'enquête et les poursuites s'arrêtent là. Des sacs poubelles remplis de documents sont laissés dans les sous-sols de Scotland Yard. Ils y resteront pendant 4 ans. L'enquête de police est sans équivoque. Seuls Goodman et Mulcair sont coupables et l'affaire est classée. A priori, rien ne permet de douter de Scotland Yard. Et pourtant... Les liens entre la police et les journalistes ont été très forts dans ce pays. Il y avait une connivence entre la police et le groupe Murdoch. Mais je crois que ça allait plus loin. C'est-à-dire que la police partageait les valeurs du groupe Murdoch. Conservateur, anti-européen, pas très porté sur la société multiethnique. Et donc, il y avait non seulement une connivence d'argent, des enveloppes qui passaient de l'un à l'autre, mais également une connivence idéologique. Et cette connivence d'argent et cette connivence idéologique ont fait que la police a été infiltrée par le groupe Murdoch et que, pendant des mois, la police n'a rien fait. Et le problème, c'est qu'il y a eu de l'argent qui a circulé entre les 2 parties. Et ça c'est illégal. En 2003, Rebecca Brooks, alors rédactrice en chef, ira jusqu'à admettre publiquement avoir payé des policiers. We have paid the police for information in the past, and it's been... And will you do it in the future? Un aveu surprenant et dangereux pour le groupe Murdoch. Andy Coulson vient à sa rescousse. We operate within the code and within the law, and if there's a clear public interest, then the same holds for private detectives, for subterfuge, for video bags, whatever you want to talk about. It's illegal for police officers to receive payments. No, we don't. As I said, within the law. La presse britannique, qui est pourtant réputée très efficace et de bonne qualité, craint que l'affaire ne se retourne contre elle. Elle préfère laver tranquillement son linge sale en famille plutôt que de trop ébruiter l'affaire. Bref, on essaye d'en rester là. Mark Lewis est l'avocat des victimes du News of the World. Il est le premier à s'être porté partie civile. Vous savez, il est très difficile qu'un sujet impliquant les médias soit publié, surtout quand les gens impliqués et ceux qui vont raconter l'histoire font eux-mêmes partie des médias. Si vous parlez à des journalistes dans notre pays, ils vous diront tous qu'il existe une règle non écrite qui stipule que l'on ne publie pas d'infos négatives sur vos concurrents. C'est semblable à de l'autodestruction. Par exemple, quand Goodman est allé en prison en 2007, l'information était pratiquement ignorée. C'était un vrai mur du silence. Aucun des autres journaux n'a osé traiter le sujet, sauf le Guardian ou l'Independent, considérés comme des journaux de gauche. On peut en déduire qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux news internationales, de peur d'être attaqués à leur tour, j'imagine. Le seul qui ose s'attaquer à l'empire Murdoch, c'est Max Clifford. Lorsque j'ai traîné News of the World devant les tribunaux, personne n'osait le faire. À l'origine, 5 ou 6 noms avaient été cités outre les princes William et Harry. Il y avait le mannequin Elle Macpherson, moi-même et d'autres. Mais j'étais le seul à les défier car tout le monde avait peur. Des commissions parlementaires se mettent en place pour comprendre l'affaire et son étendue. Elles ne peuvent imaginer que la hiérarchie du News of the World ne savait pas ce qui se passait dans la salle de rédaction. Alors, elles rendent leur premier rapport qui fait grand bruit et accusent les journaux et leurs responsables d'amnésie collective. Mais rien ne va se passer. La pression monte et le député Tom Watson, très virulent, demande directement à Rupert Murdoch, le président du groupe, si lui aussi ne serait pas frappé d'amnésie. Parliamentary inquiry found your senior executives in the UK guilty of collective amnesia and nobody brought it to your attention. I don't see why you think that's not very serious. Yeah, but you're really not saying amnesia, you're really saying lying.
Les dirigeants de News International ont suivi le code du silence lorsqu'en février 2010, nous avons publié les résultats de notre première enquête. Nous les avons trouvés coupables d'amnésie collective et avons conclu qu'il était inconcevable que d'autres à News of the World n'aient pas pu participer aux écoutes. Andy Coulson maintient dur comme fer n'avoir jamais rien su des activités de Clive Goodman et des détectives privés. Pour lui, c'est un cas isolé. I was, as you know, editor of the News of the World for 4 years from January 2003 until January 2007. During that time, I never condoned the use of phone hacking, and nor do I have any recollection of incidences where phone hacking took place. Mais un député insiste et va même jusqu'à demander à Coulson s'il aurait pu savoir que des détectives privés étaient payés par son journal. In relation to Clive's payments to Glenn Mulcair, no, I wouldn't have known about those. I couldn't have known. You couldn't have known? I don't think so, no. I mean, I didn't sign off on individual cash payments. Okay. Si Andy Coulson ignorait que d'importantes sommes d'argent étaient dépensées sans qu'il ne le sache, c'est qu'il faisait mal son métier. Un directeur de journal est censé contrôler les finances. Il était ou incompétent ou au courant d'activités qui n'auraient pas dû avoir lieu. Rebecca est plus nuancée. Elle admet avoir payé des détectives, comme dans tous les journaux, mais affirme ne pas avoir été au courant d'autres écoutes que celle de Clive Goodman. 2010, that was the first time that we, the senior management of the company at the time, had actually seen some documentary evidence actually relating to a current employee. Rebecca, que je connais et apprécie et avec qui je me suis souvent entretenu, a toujours maintenu ne rien savoir. Paul McCullen, un ancien du News of the World, avoue avoir, comme Clive Goodman, écouté des célébrités. Aujourd'hui, il tient un pub à Douvres, le Dover Castle Inn. C'est vrai que Rebecca Brooks et Andy Coulson est au courant de notre tactique. Rebecca Brooks, elle est le features editor avec le même budget. C'est impossible de dire que je ne connais pas pourquoi je dépense presque 4000 livres chaque semaine. C'est impossible parce qu'elle est le chef. Le groupe Murdoch est très hiérarchisé. Tout au sommet, il devait être au courant. Mais le groupe tient bon. Rupert Murdoch lui-même dément et se justifie devant les députés. I'm sorry, if I can just say something, and this is not as an excuse, maybe it's an explanation of my laxity. The News of the World is less than 1% of our company. I employ 53,000 people around the world who are proud and great and ethical and distinguished people, professionals in their life, and perhaps I'm spread watching and appointing people whom I trust to run those divisions. Une nouvelle commission d'enquête tente d'établir les moments où le Parlement a été induit en erreur par les dirigeants du News of the World. Le rapport n'a pas encore été publié, mais il ressort clairement que certains responsables nous ont menti et avaient bel et bien connaissance de ces pratiques lorsqu'ils ont témoigné devant nous en 2009. Puis, en 2009, coup de théâtre. Le journal The Guardian révèle que quelques mois plus tôt, le groupe Murdoch a secrètement négocié un accord avec une des victimes des écoutes. Le groupe a accepté de transiger sans faire de vagues. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, essentiellement, que d'autres journalistes du journal ont écouté d'autres personnes que les membres de la famille royale, qui logent derrière moi, qui crèchent derrière moi. Ce que les responsables du News of the World ont toujours nié. C'est la révélation d'un paiement important par le groupe à Gordon Taylor, une victime d'écoute, qui a pour la première fois révélé qu'il y avait potentiellement d'autres victimes et d'autres journalistes impliqués. Le Guardian, jour après jour, révèle l'ampleur des écoutes. On arrive à des milliers de gens, mais le Guardian est accusé de faire du sensationnalisme. Pour sortir de cette situation, pour donner de la crédibilité aux informations de Nick Davis, le Guardian alors prend la décision courageuse de faire appel au New York Times. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord, le New York Times a une réputation, comme toute la presse américaine, de vérifier les faits. Donc tous les faits du Guardian
seront vérifiés par le New York Times en toute autonomie. Au bout du compte, le New York Times ne trouvera rien de nouveau, mais confirmera toutes les informations. Ce n'est que quand le Guardian a pris la décision courageuse de sortir l'information du paiement à Gordon Taylor en 2009 que tout s'est écroulé. Les autres journaux n'ont pas suivi et il faudra que le New York Times publie sa propre enquête pour que le scandale explose. La source du New York Times s'appelle Sean Orr. Il est le seul à parler à visage découvert. Il confirme sans sourciller que l'état-major de News of the World savait et poussait même à ces pratiques. Sean est un ancien du News of the World, spécialisé dans les célébrités. Il a aussi travaillé au Sun aux côtés d'Andy Coulson et l'a côtoyé pendant pratiquement toute sa carrière. Au fil du temps, les deux hommes sont même devenus de bons amis. Sean Orr est un journaliste à l'ancienne, passionné par son métier. Un personnage sympathique, enjoué, disponible, que tout le monde appréciait. Après le New York Times, c'est à la BBC que Sean Orr va réitérer ses révélations, accompagné de son avocat. It was endemic. You know, it happened. When you say it was endemic, phone hacking and the use of illegal practices to secure stories, that was endemic. Is that what you're saying? Yes. Yeah. People were scared, right? So if you've got to get a story, you've got to get it. And you have to get that by whatever means. Were you subject to that pressure? Yeah. Yeah, of course I was. I mean, that is the culture of News International. Sean Orr était un praticien du journalisme populaire des tabloïds. Il connaissait les personnes, le rôle de chacun et les techniques utilisées. Il connaissait aussi la culture des salles de rédaction. Il a aussi été très clair sur son rôle et voulait remettre les choses à leur place. Il a été le premier journaliste suffisamment honnête pour révéler ce qu'il se passait et son courage a contribué à faire progresser cette enquête. Je pense que c'était une rédaction incontrôlée qui commettait des crimes sans jamais se soucier de la manière dont les journalistes obtenaient leurs informations. Depuis, on a su que tout ce qu'il disait était vrai.